Ces derniers jours se tenait le procès de l'incendiaire de la cathédrale de Nantes, justement, qui a d'ailleurs l'homme qui a assassiné le prêtre de la cathédrale, le prêtre Olivier Maire, qui l'accueillait en Vendée. Que faut-il retenir de ce procès? C'est intéressant de s'arrêter sur ce procès et ce que ce procès a révélé. Oui, alors ce procès, alors c'est vrai qu'il avait incendié la cathédrale en 2020 et il est arrivé en France en 2012. Il a incendié la cathédrale en 2020 et il a assassiné le prêtre en question en 2021. Là, c'était le procès vraiment de l'incendie de la cathédrale de Nantes et non pas celui du meurtre de ce prêtre qui aura lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, Fin l'année prochaine. 2024, oui. Alors, c'était intéressant parce que dans les déclarations de cet homme et de ce qui est transmis, on va dire, de ce procès, on découvre à la fois la complexité parfois des dossiers comment dire, auxquels se heurte la justice. Il est une chose pour nous de commenter des décisions de justice et des profils, on va dire, de criminels de loin. Et c'est une autre chose de lire vraiment le récit minute par minute d'un procès où le juge qui va décider vraiment d'une peine qui est parfois compliquée à donner se retrouve en face de cas parfois difficiles même. Et en fait, le juge doit essayer de discerner quelle est la vérité judiciaire et c'est parfois extrêmement compliqué. La deuxième chose, j'expliquerai pourquoi, mais la deuxième chose, c'est la naïveté assez générale avec laquelle nous regardons le monde et les gens qui le composent, que ce soit sur le terrain de la justice ou sur le terrain de l'immigration, puisque la dernière chose que l'on découvre que l'on illustre dans ce procès, c'est l'énorme problème de la gestion aujourd'hui de ce qu'est devenu le droit d'asile. Et j'y reviendrai aussi. Alors là, on a un Rwandais, il est rwandais, de 42 ans, qui a été condamné donc hier à 4 ans de prison ferme pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, qui avait été provoqué à 3 endroits différents. Donc il y a eu une bataille. D'abord, son avocate avait demandé le huis clos, parce qu'elle avait dit en raison du profil de mon client, il va subir des insultes ou des commentaires sur les réseaux sociaux, donc je demande le huis clos. Et le tribunal, le procureur l'avait dit précédemment, a dit non, il est normal que ces débats soient publics et que les Français puissent savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Remercions-les pour cette décision. Et ce qu'on découvre, c'est que l'enjeu du procès, c'était les raisons de ce geste. Et les raisons de ce geste restent absolument inexpliquées. En tout cas, lui ne les explique pas du tout pendant son procès à la fin. Et c'est là où je disais, on découvre aussi, et c'est important parfois de pénétrer un peu, d'ailleurs, d'aller voir même parfois des procès. On se rend compte que c'est toujours plus compliqué, évidemment, quand on entend tous les débats, quand on entend les intéressés, à la fois les victimes et même les coupables. Et alors, il a de gros soucis de santé. J'essaie de dresser un peu son portrait. Il a de gros soucis de santé, a beaucoup évoqué pendant ce procès une agression particulièrement violente qui a eu lieu en 2018 dans la cathédrale de Nantes. Il était chargé de fermer les portes et il a été agressé par un homme qui passait par là, une agression physique très violente. Et il dit cette agression a provoqué un traumatisme qui se réveille parfois à diverses occasions. Et c'est pour ça que je m'attarde dessus, parce que tout le procès a reposé sur l'idée que ce jour-là, il a, pour des raisons physiques liées à ses maladies, je ne vais pas m'attarder, il a revécu le moment de son agression et il a eu envie de tout brûler. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas expliquer ça, mais simplement, lui ne s'est attardé que là-dessus, en disant c'est la seule chose. Et il avait, le jour où il a mis le feu, écrit une lettre qu'il avait envoyée à tous les gens qu'il connaissait en France, à tout son entourage, notamment au diocèse de Nantes qui l'accueillait. Et dans cette lettre, il expliquait qu'il venait de recevoir une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu'il vivait ça comme une profonde injustice et qu'il devait... Par ailleurs, il évoquait cette agression et il disait qu'il avait la volonté d'aller chasser le diable qu'il avait attaqué dans cette église et qu'il avait pour métier de sécuriser cette cathédrale et qu'il fallait d'abord en sortir le diable. Donc vous voyez à la fois quelque chose de tangible, à savoir cette OQTF qu'il ne supportait pas, et à la fois l'évocation en effet du diable, de cette agression. Donc on ne sait pas très bien ce qu'il en est exactement. Juste pour vous dire, il a expliqué, la présidente lui a dit mais vous parliez du diable et de l'esprit du diable qu'il vous fallait chasser de la cathédrale, et lui répond oui mais je parlais du chariot, le diable que l'on pousse. Et elle lui dit oui alors l'esprit du diable, vous parliez de l'esprit du chariot. Donc vous voyez que c'est compliqué, en fait. Quand vous avez quelqu'un qui ne collabore pas du tout, il a reconnu les faits, mais il a expliqué à la fin qu'il n'était absolument pas coupable et qu'il était incapable de l'expliquer, mais que ce n'était pas lui le coupable. Donc, c'est compliqué, en fait, de savoir quelle est la peine à donner, de savoir quel est l'état réel du jugement. Vous savez que quand il y a abolition du jugement, il y a pas, la justice ne passe pas quand il y a abolition. Là, en l'occurrence, son avocate
plaidait l'abolition du jugement. Le tribunal n'a retenu qu'une altération du jugement. Le procureur réclamait 6 ans de prison en cas d'altération du jugement et 8 sans. Et le tribunal, en reconnaissant l'altération, l'a condamné finalement à 4 ans de prison. Je note que dans la presse, on lit que c'est une peine particulièrement lourde. Alors, dans le code pénal, il encourt 10 ans de prison. Le procureur en requiert 6 et il a 4 ans de prison. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle une peine particulièrement lourde par rapport à ce qui est prévu dans la loi. Et donc, et alors, ce qui a retenu mon attention pour la suite, il dit qu'il avait perdu la raison, qu'il regrette ce geste, dont il n'est par ailleurs pas coupable, mais qu'il regrette parce qu'il aurait aimé apporter sa contribution au pays qui l'a accueilli. Alors, sa contribution au pays qui l'a accueilli jusqu'à maintenant, c'est en effet une succession d'OQTF, mais à l'époque de l'incendie, les experts, il avait été placé en détention provisoire, les experts à l'époque affirmaient qu'il ne présentait pas de risque de récidive. Il est donc sorti et il a assassiné ce prêtre 1 an plus tard. Donc tout ça vous montre la complexité et ça me paraissait important de s'y attarder, d'avoir la complexité de savoir exactement à qui vous avez affaire, quel est son état de jugement en effet, mais aussi la complexité de la justice qui se base sur des expertises parce qu'elle n'a pas le choix. D'abord, les juges jugent avec les pièces qui sont aussi devant eux et les experts parfois se trompent ou parfois ont eux-mêmes le jugement peut être un peu altéré au moment d'examiner les dossiers. Mais on va continuer parce qu'on a noté l'incendiaire aurait-il menti. C'est intéressant de s'arrêter sur tout cela. Pourquoi vous dites précisément que ce procès nous éclaire sur la gestion de l'immigration en France? Précisément parce que son histoire avec la France est un tissu de mensonges. Alors. Et c'est ce qu'on a découvert au tribunal. Et c'est pour ça que quand il dit qu'il regrette parce qu'il aurait aimé apporter sa contribution a commencé par un mensonge. Pourquoi ? Le procureur, lui, dit... Il a opté, en plaidant, pour l'idée d'une vengeance contre la France qui, depuis le début, enchaînait à son égard. Non seulement il a été débouté de sa demande de droit d'asile, mais enchaînait les OQTF. Il en a eu au moins 4 successives depuis qu'il est arrivé en France. Lui raconte que, pour lui, c'est une injustice abominable. Pourquoi ? Parce que l'histoire avec laquelle il est arrivé en France, c'est un jeune homme de 13 ans, rwandais donc, qui a assisté à l'assassinat de son père à l'époque, pendant le génocide au Rwanda, au massacre d'une partie de ses 11 frères et sœurs, et que lui a lui-même été torturé pendant ce génocide et qu'il risque la mort au Rwanda. Et on comprend lors du procès que quand on lit ça, on se dit non, c'est pas possible. Étant donné les conditions de l'asile, c'est compliqué à comprendre. Et on comprend que si l'asile lui a été refusé d'abord par l'OFPRA, ensuite par la Cour nationale du droit d'asile, c'est parce que eux ont décelé son mensonge. Et devant le tribunal, il avoue tout. Il a menti sur tout. Son père n'est pas mort assassiné, mais de maladie. Ses frères ne sont pas morts pendant le génocide rwandais. Et pourquoi a-t-il raconté cela ? Lui demande le tribunal. Parce que les passeurs, moyennant finance, lui ont livré cette histoire-là pour passer devant la cour, devant le tribunal français. Et on découvre quoi ? C'est pour ça que je me suis reprise quand je disais on découvre. L'OFPRA le raconte sans cesse. La Cour nationale du droit d'asile le raconte sans cesse. Les histoires sont toutes faites. Elles sont livrées par les passeurs qui, évidemment, financent la chose. Mais rien ne change. Ça fait des années que l'on sait ça. Là, on a un exemple extrêmement précis. Non seulement vous avez les passeurs qui vendent ces histoires, les associations qui accompagnent dans le récit tel qu'il est livré à l'arrivée, les avocats qui se mêlent et qui prennent pour argent comptant ce qu'on leur raconte, les communautés d'origine, enfin. Alors là, c'est justement sur Facebook. Pourquoi les communautés d'origine ? Parce qu'elles prennent en charge les gens qui arrivent, puisqu'elles sont réinstallées sur le territoire. Et vous avez, je vous donne simplement un exemple pour comprendre, sur Facebook, vous avez un groupe qui s'intitule « Anciens sans-papiers, retour d'expérience ». Et alors, vous avez sur ce groupe, et vous pouvez soit demander des choses, soit livrer votre témoignage et dire « Allez voir tel médecin si vous avez besoin de tel certificat. Pour quand vous venez de tel pays, racontez plutôt ça. » C'est bien, ils se donnent des conseils. Et ils se donnent des conseils et ils s'entraident par rapport à l'état, on va dire, de notre gestion de ce droit d'asile. Et la présidente lui demande enfin la vraie raison de votre venue en France. Et il répond simplement « Je voulais changer de vie ». Mais simplement changer de vie, ça n'est pas un critère de droit d'asile. Et donc, il a pris un autre moyen. En l'occurrence, l'OFPRA et la CNDA avaient donc vu juste, vous l'avez dit, sur sa situation, puisqu'il n'avait pas obtenu finalement l'asile. Est-ce que c'est finalement une bonne gestion du dossier ? On peut dire ça ou pas ? Et ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il avait été débouté du droit d'asile. Mais même quand les instances déboutent du droit d'asile, les instances qui examinent... Alors, c'est pas si rare que ça, parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une telle explosion des demandes d'asile que 70% sont déboutés par l'OFPRA. Et en appel, 70% des gens
qui déjà ont été déboutés sont à nouveau déboutés par la Cour nationale du droit d'asile. Donc, tous ces gens-là sont déboutés parce qu'ils ne correspondent pas aux critères d'asile qui pourtant se sont élargis au fil des années. Et malgré cela, ils restent en France. Et là encore, cet homme est un exemple absolument parfait. Donc l'homme, si on résume un peu l'histoire de cet homme, il arrive en France, il base son arrivée sur un mensonge que reconnaissent et l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Il est donc débouté une fois, puis 2 fois. On enchaîne les OQTF qui n'ont absolument aucune conséquence dans sa vie. Il finit par mettre le feu à la cathédrale. Il ressort de prison selon les experts, alors qu'il vient de mettre le feu. Alors, il était en détention provisoire, évidemment, mais il n'y a pas d'interdiction de territoire prononcée. Il tue et finalement, ce procès arrivera et il passera des années en prison à la charge du contribuable français qui l'a déjà en charge depuis 2012, en plus du reste, évidemment, sur lequel ça pèse. Et ce qu'on comprend simplement avec toutes ces étapes, on va dire, dans le parcours de cet homme et dans le parcours de milliers de gens aujourd'hui en France, c'est que ces procédures sont absolument illisibles. Tous ces gens travaillent dans le vide. Vous imaginez les juges, les gens qui examinent les dossiers à l'OFPRA, les juges qui travaillent à la Cour nationale du droit d'asile, plus gros tribunal de France, la Cour nationale du droit d'asile, plus gros tribunal, il y a 45 chambres et des gens qui travaillent à temps plein. Et ces gens-là travaillent, pourquoi ? Pour que les gens ne suivent pas les décisions qu'ils prennent. Alors nos procédures sont lisibles par une seule sorte de personnes, les passeurs, qui ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire et qui y arrivent très bien.